Le jour où la famille de ma femme a décidé que je n'étais pas à la hauteur, je me tenais dans le hall en marbre de la banque de Courtois Méridien sur le boulevard Haussmann, portant une veste que je possédais depuis 11 ans, et il riait. Pas ce genre de rire poli que l'on a quand quelque chose nous amuse légèrement. Le vrai rire, à gorge déployée, du genre « cet homme nous est inférieur », le genre où ils ne prennent même pas la peine de se couvrir la bouche, car les gens comme moi sont censés absorber l'humiliation en silence et être reconnaissants de l'opportunité. Richard de Courtois, l'oncle de ma femme, fils du fondateur de la banque, héritier de l'une des plus anciennes institutions bancaires privées de la moitié nord de la France, s'est adossé à sa chaise en cuir, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Antoine, avec tout le respect que je vous dois. Un baccalauréat n'est pas exactement le genre de diplôme sur lequel nous construisons des portefeuilles. » Sa mère, Éléonore de Courtois, a posé sa coupe de champagne et m'a souri, de la même manière que l'on sourit aux enfants qui ont dit quelque chose d'adorable mais de faux. Et quand je leur ai dit calmement que si c'était ainsi que la famille de Courtois menait ses affaires, j'allais fermer mon compte et transférer mes actifs ailleurs, Éléonore a carrément ri. Richard a ri. Les deux associés assis en face d'eux ont ri. Ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'aucun d'entre eux n'avait jamais pris la peine de chercher à savoir, c'était ce que représentait réellement mon compte. 3 jours plus tard, ils l'ont découvert. Je m'appelle Antoine Charpentier. J'ai 42 ans. J'ai grandi à Aubervilliers, en Île-de-France, dans un appartement 3 pièces au-dessus d'un pressing. Et je ne suis jamais allé à l'université. Non pas parce que je n'étais pas assez intelligent, mais parce que nous n'en avions pas les moyens. J'avais une mère qui avait besoin d'aide, un petit frère qui avait besoin de chaussures, et un concours de circonstances qui ne laissait aucune place au luxe d'une visite de campus. Ce que j'avais à la place, c'était une volonté de travailler d'une manière pour laquelle la plupart des gens ne sont pas faits. Des journées de 16 heures, des semaines de 7 jours, des années de privation pour que, finalement, quelque chose puisse être construit à partir de rien. J'ai gagné mon premier vrai argent dans le capital investissement à 31 ans, après avoir passé ma vingtaine dans les acquisitions immobilières commerciales, à réaliser des transactions que personne d'autre ne voulait toucher. À 35 ans, j'avais fondé Charpentier Capital Partenaires, une société de capital investissement et de gestion d'actifs dont le siège était à Neuilly-sur-Seine. À 40 ans, l'entreprise gérait un peu plus de 6,44 milliards d'euros d'actifs, répartis entre des clients institutionnels, des fonds souverains et 2 mandats de gestion de patrimoine familial. Je ne dis pas cela pour me vanter. Je le dis parce que vous devez comprendre ce qu'il y avait sur ce compte à la banque de Courtois Méridien, et vous devez comprendre pourquoi les personnes qui dirigeaient cette banque n'avaient absolument aucune idée de ce sur quoi elles étaient assises. Si vous avez déjà été sous-estimé par quelqu'un qui aurait dû faire preuve de plus de discernement, si vous avez déjà vu quelqu'un vous dédaigner avant même que vous n'ayez ouvert la bouche, restez avec moi. Car ce qui s'est passé au cours des 72 heures suivantes est quelque chose à quoi je pense chaque jour. Non pas avec colère, mais avec quelque chose de plus calme que cela, quelque chose qui ressemble beaucoup à de la lucidité. Si cette histoire résonne en vous, si vous avez déjà été la personne dans la pièce que personne ne prenait au sérieux, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Appuyez sur le bouton j'aime. Laissez un commentaire ci-dessous pour me raconter une fois où quelqu'un vous a sous-estimé. Je les lis tous sans exception. Céline et moi étions mariés depuis 7 ans lorsque ce dîner a eu lieu. Vous devez comprendre Céline avant que je n'explique quoi que ce soit d'autre, car elle n'est pas la méchante de cette histoire. C'est une femme qui m'aimait sincèrement et complètement, qui venait d'un monde très différent du mien, et qui avait passé 7 ans à essayer de construire un pont entre les deux. Le problème avec les ponts, c'est qu'ils nécessitent des fondations solides des deux côtés. Nous nous sommes rencontrés lors d'une collecte de fonds pour la Fondation pour le patrimoine de Neuilly en automne, il y a 9 ans. Elle y représentait son cabinet. Elle travaillait dans le développement associatif, et j'étais là parce qu'un de mes investisseurs commanditaires m'avait demandé d'y assister pour lui rendre service. Elle s'est présentée avant que j'aie eu la chance de trouver quelque chose d'intelligent à dire, ce qui est probablement la raison pour laquelle cela a fonctionné. Céline était le genre de personne qui donnait l'impression de rétrécir une pièce, de la meilleure façon possible. Vive, drôle, d'une honnêteté désarmante. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans avant de nous marier. Au cours de ces 2 années, j'ai rencontré ses parents 2 fois. Son père, Denis, un chirurgien orthopédique à la retraite, et sa mère, Béatrice, qui dirigeait une fondation caritative. Il se montrait prudent avec moi, poli de cette façon si particulière qui laisse transparaître des réserves, mais ils ont fini par s'y faire.
Denis et moi avons finalement trouvé un terrain d'entente autour de notre passion commune pour la pêche à la mouche et de ce genre de conversation franche sur l'argent que les médecins sont généralement trop distingués pour avoir. Pour Béatrice, cela a pris plus de temps, mais elle a fini par s'y faire. Le seul membre de la famille de Céline que je n'avais jamais rencontré était Richard de Courtois. Richard était le frère de Béatrice. Béatrice avait épousé le nom de Courtois, mais Richard et Éléonore de Courtois représentaient la vieille bourgeoisie française, celle dont la fortune s'accumulait depuis les années 1890, et qui n'avait pas besoin de travailler dur pour se sentir importante. Car l'importance était préinstallée à la naissance. Richard dirigeait la banque de Courtois Méridien, que son père, Charles de Courtois, avait fondée en 1962, en tant que banque privée sur mesure, répondant exclusivement aux besoins des clients fortunés de la moitié nord de la France. Le siège de la banque se trouvait sur le boulevard Haussmann à Paris et possédait des succursales à Lyon, Strasbourg et Neuilly-sur-Seine. Ce n'était pas une grande institution selon les normes modernes, mais elle était ancienne et prestigieuse, et elle fonctionnait presque entièrement grâce au poids de son nom. La raison pour laquelle je n'avais jamais rencontré Richard était simple. Il ne venait pas aux événements familiaux. Il était invité. Il n'apparaissait tout simplement pas. Céline l'avait mentionné en passant au fil des ans. Son oncle, le banquier, pas particulièrement chaleureux, qui fréquentait des cercles différents, et je l'avais classé comme le genre de parent que la plupart des familles ont. Périphérique, quelque peu légendaire, dont on parle plus qu'on ne le voit. L'occasion qui nous a finalement mis face à face fut le dîner du 80e anniversaire d'Éléonore de Courtois. Le dîner se tenait au cercle de l'Union interalliée sur la rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris. C'était un mardi soir d'avril. 30 invités, une salle à manger privée, le genre d'événement où le linge de table coûte plus cher au mètre que les mensualités de la voiture de la plupart des gens. Céline avait été anxieuse à ce sujet pendant les 2 semaines qui l'ont précédé. Pas à propos de l'événement en lui-même, mais à mon sujet. Non pas parce qu'elle avait honte de moi. Je tiens à être clair là-dessus, mais parce qu'elle connaissait sa famille et qu'elle connaissait Richard. Et elle éprouvait cette forme particulière d'appréhension qui vient du fait d'aimer 2 choses fondamentalement incompatibles, en espérant désespérément qu'elles n'entreront pas en collision. Elle me l'a d'ailleurs dit dans la voiture, en route vers la ville. Richard peut être difficile, a-t-elle déclaré, en regardant par la fenêtre la banlieue parisienne défiler à toute allure. Il a des idées très précises sur ce qui constitue une personne sérieuse. Définie sérieuse, ai-je dit. Elle a fait une pause. La vieille fortune, les grandes écoles, les bonnes relations dans le secteur, le genre de biographie qui se lit comme un CV qu'il aurait pu écrire lui-même. Donc, pas moi. Je n'ai pas dit ça. Tu décris un profil type. Je ne suis pas ce profil-là, Céline. Elle s'est tournée vers moi, et il y avait quelque chose dans son expression que j'ai reconnu. Ce mélange si particulier d'amour et d'inquiétude que les gens arborent quand ils sont sur le point de vous demander de vous effacer. Laisse-moi juste mener la plupart des conversations ce soir quand il s'agira de travail. Laisse-moi poser le contexte avant qu'il n'ait la chance de se forger des opinions. Je lui ai dit que je comprenais. Je n'en étais pas offensé. J'avais été sous-estimé toute ma carrière par des gens qui confondaient pédigré et compétences. Et j'avais appris que la chose la plus efficace à faire avec ce genre de personnes, c'est de les laisser vous sous-estimer complètement. Laissez-les construire le plafond, puis traversez-le. Ce que je n'avais pas anticipé, c'était la vitesse à laquelle le plafond apparaîtrait. Éléonore de Courtois avait 80 ans et en paraissait 65. Elle se déplaçait dans la pièce avec cette assurance propre à quelqu'un qui ne s'était jamais demandé, de toute sa vie, si elle était à sa place quelque part. Elle portait un tailleur Chanel de couleur crème et des perles que son mari lui avait offertes en 1971. Et elle acceptait les hommages d'anniversaire de ses invités avec une gratitude gracieuse mais légèrement détachée, comme si elle s'était attendue à tout cela et qu'elle était modérément satisfaite de son exécution. Quand Céline m'a présenté, Éléonore m'a serré la main avec ses 2 mains, m'a regardé attentivement et a dit « Antoine, Céline dit beaucoup de bien de vous. Que faites-vous dans la vie ?» « Du capital investissement et de la gestion d'actifs », ai-je répondu. « Charmant », a-t-elle dit d'un ton qui suggérait que ce n'était pas particulièrement charmant. Richard s'occupe de cet aspect des affaires de la famille. Vous devez le rencontrer. Richard se tenait près de la fenêtre avec 2 hommes que je ne reconnaissais pas, tenant un verre de whisky et menant le genre de conversation qui existe principalement pour signaler qu'elle a lieu. Il était grand, les cheveux argentés, approchant la soixantaine avancée,
avec la prestance de quelqu'un à qui l'on avait dit qu'il était important par suffisamment de personnes et pendant assez longtemps pour qu'il ait cessé de se poser la question. Il était habillé de manière impeccable. Il m'a regardé quand nous nous sommes approchés avec l'expression singulière de quelqu'un qui catalogue un inconnu et trouve le résultat sans grand intérêt. Richard, voici Antoine Charpentier, le mari de Céline. Éléonore a fait les présentations avec l'air légèrement distrait de quelqu'un qui accomplit une tâche avant de passer à autre chose. Charpentier, a dit Richard en me serrant la main une seule fois. Où avez-vous fait vos études? Ce n'était pas de la conversation mondaine. C'était le premier mouvement d'une évaluation. Je n'en ai pas fait, ai-je répondu. Je suis allé travailler. Il y eut une demi-seconde de recalibrage derrière ses yeux. Pas d'université. Juste le lycée Jean Massé à Aubervilliers. Quelque chose a changé dans l'expression de Richard. Pas de façon impolie. Il avait trop d'expérience pour cela, mais c'était là. Une porte qui se ferme, une conclusion qui se tire. Intéressant, a-t-il dit du même ton qu'avait employé Éléonore. Et vous êtes dans le capital investissement maintenant. Des fonds régionaux? Basés à Neuilly-sur-Seine, ai-je précisé. Multistratégie, dans le domaine des gestionnaires émergents. Puis il l'a dit de la manière dont on le dirait si l'on essayait d'être diplomatique à propos de quelque chose de petit. Nous gérons un peu plus de 6,44 milliards, ai-je rétorqué. Pas vraiment émerge. Il m'a regardé un instant, puis a souri. Le sourire d'un homme qui ne vous croit pas, mais qui trouve l'affirmation charmante dans son ambition. C'est impressionnant, a-t-il dit. Avec cette intonation particulière qui signifie tout le contraire. La main de Céline s'est resserrée sur mon bras. Le dîner fut une leçon. J'étais assis en face de Richard et à 2 chaises d'Éléonore, assez près pour être inclus dans des conversations auxquelles je n'avais pas été convié, et j'ai passé la première heure principalement à écouter. Richard a parlé de la banque, d'un nouveau montage de gestion de patrimoine familial qu'ils avaient structuré pour une héritière pharmaceutique à Lyon, d'une conférence à Zurich à laquelle il avait assisté en février. Il parlait à la manière de quelqu'un qui s'attend à ce que la conversation tourne autour de lui, non pas parce qu'il l'exige, mais parce que cela a toujours été le cas. À un moment donné, pendant le plat principal je crois, il s'est tourné directement vers moi. Céline me dit que vous gérez des actifs. Qui sont vos principaux clients institutionnels? Des fonds souverains, une certaine exposition aux fonds de pension publique, plusieurs bureaux de gestion de patrimoine, ai-je dit. Nous gérons une stratégie de capital investissement concentrée parallèlement à un portefeuille multi-actif plus liquide. Bien. Et votre parcours académique? Pas de diplôme en finance, évidemment. Autodidacte, pour l'essentiel. J'ai eu des mentors au début de ma carrière, et j'ai lu tout ce que je pouvais trouver. Richard a hoché la tête lentement, comme le font les gens lorsqu'ils formulent un jugement qu'ils ont déjà rendu. C'est admirable à sa manière. Le secteur exige plus de diplômes aujourd'hui qu'autrefois. La plupart des répartiteurs institutionnels veulent voir le pédigré en plus des performances. Trouvez-vous que cela crée des frictions, le simple baccalauréat dans des cercles comme celui-ci? Il a dit cela légèrement, sur le ton de la conversation, comme s'il soulevait une observation professionnelle intéressante plutôt que de me décrire comme un boulet. Éléonore observait. Les 2 associés, j'avais appris qu'ils s'appelaient Gaël et Thibault, tous 2 responsables principaux des relations chez Banque de Courtois Méridien, observaient. C'était le cas auparavant, ai-je dit. Ça ne l'est plus. Parce que vous avez noué les bonnes relations. Parce que les rendements rendent la conversation sans objet. Richard a souri. C'était un genre de sourire différent maintenant. Presque respectueux, mais pas tout à fait. La performance fait tout, a-t-il dit. Bien que je dirais qu'il y a quelque chose à dire sur la confiance institutionnelle. La communauté des répartiteurs est axée sur les relations. À l'ancienne, si vous voulez. Il a fait une pause. Tout le monde n'est pas en position de bâtir cette confiance de la même manière. C'était élégant. C'était subtil. Et c'était exactement ce que cela laissait entendre. Céline a changé de sujet. Je l'ai laissé faire. L'occasion s'est présentée après le dîner, de la manière dont les choses importantes se produisent souvent. De biais, par une porte que vous ne vous attendiez pas à utiliser. Richard avait invité une poignée de convives, moi y compris, à ma grande surprise, à le rejoindre dans la bibliothèque du club pour prendre un verre. Nous étions 6. Céline était allée aux toilettes.
Il n'y avait que moi, Richard, Éléonore, Gaël, Thibault et un homme plus âgé nommé Fabrice, dont je n'avais pas saisi le nom de famille. À un moment donné, Fabrice s'est éloigné pour prendre un appel téléphonique. Et Richard, avec l'assurance tranquille d'un homme sur son propre terrain, a déclaré « Antoine, j'espère ne pas avoir été trop brutal ce soir. Je trouve la franchise utile dans les relations d'affaires. » Moi aussi, ai-je dit. Parfait, il a fait tourner son whisky. Nous gérons un certain nombre de relations fortunées à la banque de Courtois Méridien. Si jamais vous avez besoin d'une solution de banque privée, de conseils en conservation, de services de gestion de patrimoine, nous serions ravis d'avoir cette discussion. Je l'ai regardé un instant. J'ai en fait des comptes à la banque de Courtois Méridien, ai-je dit. Depuis environ 4 ans. Il a cligné des yeux. Vraiment? Je ne le savais pas. Avec quel gestionnaire de clientèle travaillez-vous? David Martin, à la succursale de Neuilly-sur-Seine. Richard a jeté un coup d'œil à Gaël, l'échange le plus bref possible. Je devrais examiner votre dossier. Quel est le solde de la relation? Le compte d'exploitation principal contient environ 36,8 millions d'euros de réserves liquides. La relation de conservation s'élève à un peu plus de 6,44 milliards d'euros d'actifs sous gestion. La pièce est devenue très silencieuse. Éléonore a posé son verre. Gaël a cessé de respirer, j'en suis presque certain. L'expression de Richard est passée par 3 phases distinctes en l'espace d'environ 2 secondes. La première fut l'incrédulité. La deuxième fut le calcul pour savoir si je pouvais mentir. La troisième fut le début de la réalisation que ce n'était pas le cas. 6,44 milliards, a-t-il répété. 6,71 milliards depuis le dernier trimestre, ai-je dit. Je crois que nous sommes l'une des plus importantes relations du portefeuille de Neuilly-sur-Seine, bien que je n'ai jamais cherché à savoir comment la succursale se classe en interne. Richard s'est vite ressaisi. Il était doué pour se ressaisir. Je n'en avais aucune idée, a-t-il dit. Et maintenant, son ton était complètement différent. Chaleureux, impliqué. La chaleur particulière d'un homme qui vient de réaliser qu'il jouait aux échecs et qu'il a accidentellement renversé son propre roi. David l'a bien géré, l'a gardé discret. Vous devriez parler avec notre équipe principale des relations à Paris. C'est exactement le genre de mandat que nous aimerions traiter au niveau de la direction. C'est intéressant, ai-je dit. Parce qu'il y a environ 1 heure, vous avez suggéré que mon baccalauréat pourrait créer des frictions dans des cercles comme celui-ci. Un autre silence. Antoine, a commencé Richard. Vous avez aussi laissé entendre que, sans le bon pédigré, instaurer la confiance institutionnelle était difficile pour un homme comme moi, ai-je ajouté. Richard a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Je parlais d'une manière générale. Je ne voulais pas dire. Je sais exactement ce que vous vouliez dire, ai-je répondu. Et je veux être honnête avec vous, Richard. Je vais fermer ce compte. Gaël a émis un son. Pas un mot, juste un son. Éléonore m'a regardé par-dessus le bord de sa coupe de champagne. Pendant un instant, juste un instant, j'ai cru voir quelque chose qui ressemblait à du respect. Antoine, a dit Richard. Et maintenant, sa voix avait pris une intonation prudente que je ne lui avais pas entendue de toute la soirée. Ne soyons pas hâtifs. Nous sommes manifestement partis du mauvais pied ce soir. J'aimerais beaucoup m'asseoir avec vous comme il se doit. Convoquer la direction de notre banque privée, notre équipe de conseil. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, ai-je coupé. Je vais contacter David dès demain matin et entamer le processus de transfert de la relation de conservation. Je vous remercie pour l'hospitalité de ce soir. Richard m'a regardé avec une expression que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était même pas du désespoir. Pas tout à fait. C'était le regard d'un homme qui regarde quelque chose de très grand et de très cher tomber d'une étagère au ralenti, sachant qu'aucun effort pour le rattraper ne l'arrêtera. Céline est apparue dans l'encadrement de la porte. Elle a analysé l'ambiance de la pièce en 3 secondes et n'a rien dit. J'ai posé mon verre et j'ai souhaité à tout le monde une bonne soirée. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Non pas parce que je remettais ma décision en question. Ce n'était pas le cas, mais parce que ce que je m'apprêtais à faire avait des implications qui allaient au-delà de la condescendance d'un dîner mondain, et je voulais réfléchir à chaque étape avec la même précision que j'appliquerais à n'importe quelle décision importante d'allocation de capital.
La relation avec la banque de Courtois Méridien était sur le papier précieuse pour les deux parties. Ils assuraient la conservation des actifs appartenant à Charpentier Capital Partenaires et avaient fourni pendant 4 ans un service adéquat, mais sans éclat, par l'intermédiaire de l'équipe de David Martin à la succursale de Neuilly-sur-Seine. David était compétent, réactif, et n'avait rien à voir avec ce qui s'était passé au cercle de l'Union interalliée. J'ai pris note de m'assurer que cela se reflète dans toutes les conversations de transition à venir. Le problème était systémique. Ce que Richard avait communiqué, sans jamais rien dire de techniquement répréhensible, c'était qu'un homme avec mon parcours était quelqu'un à gérer plutôt qu'à respecter. Quelqu'un qui bénéficiait du nom de Courtois Méridien plutôt que de lui conférer de la valeur. Il avait supposé, en se basant sur mon apparence et sur l'endroit où j'avais étudié, qu'il savait exactement qui j'étais et ce que je valais. Il avait tort. Et la seule façon de le faire comprendre était d'agir. À 7h15 le lendemain matin, j'ai appelé David Martin. David était mon gestionnaire de compte depuis 4 ans. Il était perspicace, travaillait dur et m'avait toujours traité pour ce que j'étais, un client de premier plan. J'appréciais David. Ce n'était pas son problème à régler. David, ai-je dit, je dois vous prévenir avant que cela ne vous parvienne par d'autres canaux. J'ai dîné avec Richard de Courtois hier soir. Cela ne s'est pas bien passé. J'ai pris la décision de transférer la relation de conservation. Il y a eu un très long silence. Antoine, a-t-il dit, la totalité? La totalité. J'aurais besoin que la documentation de transfert sortant soit initiée aujourd'hui. J'ai déjà parlé avec notre courtier principal pour qu'il accepte le portefeuille de son côté. Un autre silence. Je pouvais l'entendre assimiler l'ampleur de la situation en temps réel. Puis-je vous demander ce qui s'est passé? Richard ne savait pas qui j'étais, ai-je répondu. Il a fait des suppositions. Je préfère ne pas les répéter. David a expiré. Je comprends. Je vais lancer les démarches administratives ce matin. Antoine, je suis désolé. Cela n'a rien à voir avec. Je sais, David. Je ferai en sorte que ce soit clair partout où cela devra l'être. Merci, a-t-il répondu, avant d'ajouter doucement, ça va être une conversation très difficile de notre côté. J'imagine que oui, ai-je dit. Il a fallu 14 minutes, très exactement 14 minutes après la fin de mon appel avec David, pour que mon téléphone sonne avec un numéro que je ne reconnaissais pas indicatif de Paris, le bureau principal, pas la succursale de Neuilly-sur-Seine. J'ai laissé l'appel aller sur le répondeur. Le message provenait d'un homme nommé Laurent Prévost, vice-président exécutif des services bancaires institutionnels à la banque de Courtois Méridien. Son ton était soigneusement calibré, amical, urgent, mais ne parvenant à être convaincant sur aucun de ces points. Il espérait que j'avais un moment pour échanger. Il croyait comprendre qu'il y avait eu un malentendu lors d'une réunion de famille la veille au soir et il voulait s'assurer personnellement que toute préoccupation soit traitée au plus haut niveau. Je l'ai rappelé 2 heures plus tard. Monsieur Charpentier, a-t-il commencé, merci beaucoup de m'avoir rappelé. Je veux commencer par dire que nous prenons la qualité de nos relations clients extrêmement au sérieux et je comprends qu'il y a eu un certain. Laurent, les jeux interrompus, vous n'avez pas besoin d'enrober les choses. J'ai initié le transfert. Les documents sont en cours de traitement. Je voulais vous rappeler par pure courtoisie. Bien sûr, a-t-il éludé. Je veux juste m'assurer que vous avez eu l'occasion de parler directement avec notre président. Richard a indiqué qu'il aimerait beaucoup avoir une conversation avec vous personnellement. J'ai eu une conversation avec Richard personnellement hier soir. C'est pour cela que je pars. Je comprends. Et je veux être absolument clair sur le fait que les remarques de Richard, peu importe ce qui a été communiqué, ne sont pas représentatives des valeurs de la banque ni de notre façon d'envisager les relations clients. Laurent, ai-je répété. Je gère des capitaux institutionnels depuis 11 ans. Je me suis assis en face de toutes sortes de personnes dans ce secteur. Je sais faire la différence entre un commentaire fait à la va-vite et l'expression sincère de la vision du monde de quelqu'un. Richard était sincère. Silence. Le transfert va se poursuivre, ai-je dit. Je vous remercie pour cet appel. Je ne tiens pas la banque responsable des opinions personnelles de ses dirigeants. Je choisis simplement de ne pas faire affaire avec des institutions dirigées par des personnes dont les opinions personnelles incluent la conviction bien arrêtée que les hommes comme moi n'ont pas leur place dans ces milieux. Je l'ai remercié pour son temps et j'ai raccroché.
Les appels ont continué pendant 3 jours. Laurent Prévost a rappelé 2 fois. Un homme nommé Hugo Collin, qui s'est présenté comme le directeur des relations clients de la banque, a appelé une fois et a laissé un message se décrivant comme la personne qui gérait leurs partenariats les plus critiques. Une femme nommée Diane Arnaud, que j'ai reconnue comme la directrice de la banque privée de Courtois Méridien grâce à un article que j'avais lu dans la GFI 2 ans auparavant, a appelé le 3e jour et a réussi à me joindre. Elle était douée. Je lui accorde cela. Elle ne s'est pas excusée directement pour Richard. Trop intelligente pour cela. Mais elle a fait preuve d'une franchise désarmante concernant le décalage entre les aspirations de la banque et la réalité de ce qui s'était passé. Monsieur Charpentier, a-t-elle dit, je ne vous ferai pas perdre votre temps avec le jargon de l'entreprise. Ce qui s'est passé lors de ce dîner était inacceptable, non pas parce que vous êtes un client avec un solde de compte important, bien que ce soit le cas, mais parce que cela reflète un ensemble de préjugés que nous avons la responsabilité d'affronter en interne, et nous n'avons pas fait ce travail. Je l'ai bien aimé. Je le lui ai dit. J'apprécie cela, a-t-elle répondu. Et je veux être honnête avec vous. Cette décision affecte 47 personnes à la succursale de Neuilly-sur-Seine dont les moyens de subsistance sont liés à cette relation. Je ne dis pas cela pour vous manipuler. Je le dis parce que c'est vrai et que je pense que vous voudriez le savoir. Elle avait raison. Je voulais le savoir. Diane, ai-je dit, voici où j'en suis. Le transfert de conservation suit son cours. Cette décision n'est pas réversible. Mais je veux vous parler d'autre chose. Ce que Diane Arnaud ne savait pas. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'était que la situation avec la banque de Courtois Méridien avait mis en lumière un projet auquel je réfléchissais depuis près d'1 an. La banque était peu performante. Pas de manière catastrophique, mais son portefeuille de services bancaires privés stagnait. Son infrastructure technologique avait 15 ans de retard. Et sa direction, ancrée dans un modèle familial fondateur qui privilégiait le nom à l'exécution, n'avait pas réussi à attirer le type de talent et de relations clients qui la positionnerait pour la décennie à venir. Je le savais non pas parce que j'avais planifié quoi que ce soit, mais parce que je suis attentif. Chaque information concernant chaque institution avec laquelle je suis en contact est archivée et finit par se lier à autre chose. La banque de Richard de Courtois était, dans le jargon de mon secteur, un actif en difficulté portant un smoking. J'ai dit à Diane que je voulais programmer une réunion. Pas au sujet du compte, mais au sujet de quelque chose de plus vaste. Quel genre de réunion, a-t-elle demandé. Le genre où vous apportez vos états financiers et où j'apporte mon appétit. 6 semaines après ce dîner au cercle de l'Union interalliée, je me suis assis autour d'une table de conférence au 42e étage d'un immeuble sur le boulevard Haussmann, le siège social de la banque de Courtois Méridien, avec Diane Arnaud d'un côté, 2 avocats externes de l'autre. Et une feuille de conditions préliminaires devant moi. Celle-ci décrivait le cadre d'une recapitalisation et d'une restructuration opérationnelle de la banque de Courtois Méridien. La proposition était claire et directe. Charpentier Capital Partenaires fournirait une importante injection de capitaux, suffisante pour financer la refonte technologique. Étendre les capacités bancaires institutionnelles et éponger une tranche de dette subordonnée qui réprimait discrètement les ratios de capital de la banque depuis 3 ans. En échange, je prendrai une participation majoritaire et un siège au conseil d'administration avec pleine autorité sur la rémunération des dirigeants et l'orientation stratégique. Il serait demandé à Richard de Courtois de démissionner de son poste de président. Éléonore de Courtois conserverait son titre honorifique et sa dignité. David Martin serait promu directeur d'agence. Et la banque, qui avait passé 60 ans à faire des affaires sur le seul poids d'un nom de famille, passerait les 60 prochaines années à construire quelque chose digne du nom qu'elle portait. Je dois vous raconter le matin où Richard l'a découvert. Céline ne connaissait pas toute l'étendue de ce que je faisais. Elle savait que j'explorais quelque chose. J'avais été prudent sans pour autant être cachotier, mais elle ignorait tout de la participation majoritaire ou du siège au conseil d'administration. Je le lui ai annoncé la veille de la finalisation du protocole d'accord, assis dans notre cuisine à Neuilly-sur-Seine, en buvant un café à une heure où le monde est encore assez calme pour que des conversations sérieuses puissent se dérouler sans interruption. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Richard va penser que j'ai manigancé ça, a-t-elle dit. Il va penser que c'était une sorte de coup monté. Ce n'était pas le cas, ai-je dit. Tu le sais. Je le sais. Il n'y croira pas. C'est son problème à régler, ai-je répondu. Pas le nôtre.
Elle m'a regardé de l'autre côté de la table. Es-tu en colère? J'y ai réfléchi. Non, ai-je dit. Je l'étais lors du dîner. Je ne le suis plus. Ce n'est pas de la colère. C'est une conclusion. Elle s'est tue à nouveau. Puis elle a tendu le bras à travers la table et a posé sa main sur la mienne. Ce qu'il y a avec toi, a-t-elle dit, c'est que tu n'as jamais eu besoin que quelqu'un croie en toi. Tu continues juste d'avancer. Ton père croit en moi, ai-je dit. Elle a ri. Mon père adorerait absolument ça. Richard de Courtois a reçu la communication officielle de la part des avocats externes un jeudi matin. Je n'étais pas là. Je n'avais pas besoin d'y être. Mais Laurent Prévost, qui avait été maintenu en poste pendant la transition, a dit à Diane Arnaud, qui a fini par me raconter que Richard avait lu la lettre d'intention 2 fois, l'avait posée sur son bureau et n'avait rien dit pendant près de 3 minutes. Puis il a décroché le téléphone et appelé son avocat. Il a contesté l'évaluation. Son avocat a déposé des objections. Le fonds familial de Courtois a brièvement contesté le mécanisme de dilution des actionnaires. Tout cela était prévu. Tout cela était traité dans les documents et tout a été résolu au cours des 30 jours suivants, de la manière dont ces choses se résolvent lorsque les chiffres sont clairs et que la structure juridique est infaillible. Richard a discrètement quitté ses fonctions à la fin du trimestre. Il a publié une brève déclaration sur la poursuite de nouveaux intérêts et la transition de la direction. La famille de Courtois est restée actionnaire minoritaire de l'institution que Charles de Courtois avait fondée. Le jour où j'ai officiellement siégé au conseil d'administration en tant qu'actionnaire majoritaire, j'ai traversé le hall de cet immeuble du boulevard Haussmann, le même hall en marbre où je m'étais tenu pour un événement de réseautage 4 ans plus tôt en tant que nouveau client. Et j'ai repensé à quelque chose que ma mère disait souvent quand je grandissais à Aubervilliers. Elle disait que les gens décideront de qui vous êtes avant même que vous n'ouvriez la bouche, et que la seule chose que vous puissiez faire à ce sujet, c'est de vous assurer que lorsque vous leur montrerez enfin, il n'y aura plus la moindre place pour le doute. La succursale de Neuilly-sur-Seine a organisé une petite réception lors de la promotion de David Martin. J'y ai assisté. David m'a serré la main et a dit, « Je n'arrive toujours pas à croire que ce soit arrivé. » « Croyez-le, ai-je répondu. Céline m'a accompagné. Elle portait une robe bleue et avait l'air d'être la personne la plus confiante de la pièce, ce qui est toujours le cas. Sa mère, Béatrice, a appelé le dimanche suivant. La conversation a été, d'après ce que Céline m'a dit plus tard, une tentative quelque peu tortueuse d'assimiler ce qui s'était passé. Béatrice n'était pas une femme cruelle. C'était une femme qui avait passé sa vie aux côtés de gens comme Richard et qui s'était imprégnée de leurs préjugés sans jamais vraiment décider de les examiner. Elle a dit à Céline qu'elle pensait qu'Antoine avait toujours été remarquable. Céline a répondu, oui, il l'a été. Je repense parfois à la nuit de ce dîner. La table en marbre, le whisky, le sourire si particulier qu'a esquissé Richard quand il a prononcé le mot « émerge ». Et ce que je ressens n'est pas de la satisfaction. Pas exactement. La satisfaction implique que ce qui comptait était le résultat. Le résultat comptait, mais ce qui importait davantage, c'est ce que j'ai décidé à l'instant même où il a ri. J'ai décidé de ne pas m'effacer. J'ai décidé que le compte valait plus que son confort et que mon inconfort valait moins que mes principes. Et j'ai décidé que si la famille de Courtois avait passé des décennies à bâtir une institution qui fonctionnait sur le postulat que les bons diplômes étaient plus importants que la bonne moralité, alors ils avaient construit quelque chose qui nécessitait d'être corrigé. Et j'étais exactement la bonne personne, avec exactement le mauvais diplôme pour la corriger. J'ai commencé à travailler à 16 ans. J'ai conclu ma première affaire à 24 ans. J'ai clôturé mon premier fonds à 33 ans. Je n'ai jamais mis les pieds sur un campus universitaire, sauf pour prononcer le discours de remise des diplômes à l'université Paris-Dauphine il y a 3 ans, où ils m'ont décerné un doctorat honoris causa. Et je me suis assuré de mentionner nommément le lycée Jean Massé d'Aubervilliers en Île-de-France. 6,44 milliards d'euros ne m'ont pas appris que je valais quelque chose. Je le savais déjà. Cela a juste donné à tous les autres l'opportunité de s'en rendre compte.